Bon, alors j'espère que vous avez profité de cette période de pause pour vous restaurer, retrouver l'énergie et la concentration. Alors pour cette deuxième partie de cette journée, je vais être consacré à la question des urgences dans les troubles alimentaires. Nous allons dans un premier temps écouter une présentation de Renaud de Tournemire, qui est pédiatre à l'hôpital Ambroise Paré, et qui va nous présenter sa réflexion et son point de vue sur les urgences biopsychosociales à l'adolescence, qui est un sujet complexe et assez large et subtil. Renaud, je te laisse la parole avec plaisir. Merci Damien. Juste une petite précision, il y a normalement 2 interventions. Une qui est suivie, qui est faite par Nina sur les urgences à l'âge adulte. Et entre les 2 interventions, on aura une discussion avec la mère d'une patiente à titre de témoignage. Le sujet, j'interviens sur ce sujet à double titre, au titre de pédiatre médecin pour adolescents, mais également à titre de thérapeute familial qui anime depuis une dizaine d'années des groupes de parole pour patients qui ont des troubles alimentaires et groupes de parole pour parents. Et ce groupe de parole pour parents, moi, m'a appris énormément de choses justement sur la question des urgences et notamment des urgences ressenties. Donc, par rapport aux urgences, le champ est assez large et je vais le traiter rapidement, mais il y a plusieurs urgences. Les urgences à dépister, on en a parlé un tout petit peu ce matin, les urgences à débuter une prise en charge, l'urgence à faire alliance, la question, et on reviendra sur les critères HAS de 2010 sur l'anorexie mentale, urgence et hospitalisation, et dire un petit mot aussi sur une autre période de l'anorexie qui peut concerner certaines patientes, qui est le virage boulimique. Donc, première chose, urgence à dépister. Ce qui est important pour nous cliniciens, c'est d'entendre les histoires des parents qui souvent se culpabilisent de ne pas avoir vu suffisamment tôt que leur fille était malade et de ne pas être allé suffisamment rapidement aux soins. Quand on entend les discussions de parents, vomir, et ça c'est les représentations sociales dans les films en général de l'anorexie. Se faire vomir, vous savez que beaucoup de patients anorexiques, notamment ce qu'on appelle les anorexies restrictives, ne se font pas vomir. Et être très maigre, c'est facile pour quelqu'un qui voit un adolescent tous les 3 mois. C'est beaucoup moins facile pour des parents qui vivent au quotidien avec leur enfant et qui ne peuvent pas voir l'amaigrissement parce qu'ils s'habituent en permanence à l'adolescent qu'ils ont devant eux. Donc, attention à la façon dont on présente l'anorexie dans les médias, à travers notamment les histoires des people ou à travers certaines émissions choc, comme il y en a eu une récemment sur Arte. Urgence à dépister, je en parlais en fin de matinée tout à l'heure, c'est frappant que certaines maladies moins fréquentes que les troubles alimentaires fassent l'objet de campagnes de dépistage. J'ai mis l'exemple du diabète de type 1, alors qu'on pourrait faire assez facilement des campagnes de dépistage sur les troubles alimentaires. On connaît les symptômes de cette maladie. Il y a un document d'information qui avait été créé en 2010 par les recommandations autour de l'anorexie, qui s'appelle l'anorexie mentale et si ça me concernait, mais qui est évidemment très peu diffusé. Deuxième urgence, c'est l'urgence à poser un diagnostic et à mettre en place les premiers soins. Et Nathalie Godard rappelait tout à l'heure que c'était un critère pronostic et que le retard au diagnostic engageait la suite. Je donne un exemple simplement de cet été. Bérénice, qui voit son médecin traitant tout début d'été, avec une anorexie déjà bien engagée, une perte d'une dizaine de kilos pendant le confinement. Ce médecin traitant généraliste adresse vers un psychiatre, consultation 15 jours plus tard.
psychiatre adresse vers la Pitié-Salpêtrière. La Pitié-Salpêtrière, bon, ce n'est pas tout à fait la spécialité, les troubles des conduites alimentaires, adresse vers la Maison de Solesmes. Maison de Solesmes adresse au centre Colliard. Entre-temps, 2 mois ont passé, 7 ou 8 kilos de moins par rapport en début d'été, et le médecin du centre Colliard adresse la patiente aux urgences d'Ambroise Paré. Donc, même en région parisienne, les filières de soins ne sont pas suffisamment connues par les acteurs locaux et trop centrées sur quelques structures de recours spécialisées. Et je pense que c'est important de réfléchir à développer des structures ambulatoires, comme celle de Colliard, compétentes pour les premières consultations, l'accompagnement des familles et le suivi. Troisième urgence, c'est l'urgence à faire alliance. Ça paraît fondamental parce qu'on est dans une maladie qui est une des rares maladies où on va chez le médecin pour ne pas vouloir être soigné. L'adolescent ne vient pas avec la demande de prendre du poids et souvent il ne comprend même pas ce qui lui arrive. Donc il y a une délicate alliance à faire entre le patient qui est à la fois le patient qu'on a devant soi mais qui est envahi par ses cognitions anorexiques, avec les parents, et on en reparlera peut-être avec vous, madame, avec les parents qui peuvent avoir des points de vue différents, et avec les soignants qui sont, on a rappelé tout à l'heure que c'était une prise en charge multidisciplinaire, mais pas toujours transdisciplinaire, c'est-à-dire avec des personnes qui se parlent entre elles, et donc il est assez fréquent d'avoir un professionnel qui va dire quelque chose de tout à fait différent de l'autre professionnel, et la patiente va s'engouffrer dans cette information différente. Quatrième point sont les urgences quant aux hospitalisations. Pour les hospitalisations, depuis donc 2010, les choses sont un peu plus claires puisque ont été publiés des critères d'hospitalisation à temps plein qui ont 2 mérites, déjà d'exister, et le deuxième d'avoir fait des catégories entre des critères plus somatiques, psychiatriques, mais surtout des critères environnementaux, ce qui, je pense, est tout à fait adapté à cette situation et qu'on ne retrouve pas classiquement dans les critères d'hospitalisation en général sur les questions de médecine. Les critères d'hospitalisation sont compliqués pour les médecins, par exemple, qui se retrouvent aux urgences, parce qu'il y a des critères qui sont des critères qui le sont beaucoup moins. Si par exemple on prend le critère perte de poids rapide, on peut perdre du poids rapidement et assez bien le tolérer et ne pas nécessiter une hospitalisation. Je vais extraire de ces critères d'hospitalisation quelques points parce que ça me semblait intéressant de les développer et d'enrichir les connaissances de chacun. Donc déjà sur les critères somatiques, les critères enfants-adolescents dont je vais parler sont un petit peu différents des critères adultes. Un point sur l'interprétation de l'indice de masse corporelle, ou ce qu'on appelle la courbe de corpulence, qui est à interpréter en fonction de pas mal de critères différents. Là, j'ai mis 2 courbes de 2 patientes différentes, qui sont toutes les 2 dans un processus anorexique. Vous avez à gauche une patiente qui a une maigreur constitutionnelle et qui débute vers 17 ans une anorexie après un psychotrauma. Cette patiente, si on n'a pas la connaissance de sa corpulence antérieure, on va être étonné de voir que malgré un IMC à 14, elle tolère très bien son amaigrissement. Et 2, on va pouvoir, si on ne trace pas cette courbe, avoir des objectifs, si une hospitalisation est décidée par exemple, avoir des objectifs qui sont très au-dessus de la corpulence naturelle de cette jeune fille. Voilà. Alors que sur la courbe de droite, vous avez une jeune fille qui était en surpoids, qui a traversé toute la courbe, qui tolère très mal la perte de poids, qui pourtant a un IMC à 14 ou 15 et qui nécessite des soins beaucoup plus urgents que la jeune fille sur la courbe de gauche. Donc, interpréter en fonction de
de la corpulence pré-anorexique, interprétée évidemment en fonction de l'âge. Ça, c'est la caractéristique des prises en charge pédiatriques par rapport aux prises en charge adultes. C'est qu'un IMC à 13 à 12 ans n'est pas la même chose qu'un IMC à 13 à 17 ans, et interprétée en fonction de la cinétique, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans une perte rapide ou est-ce que finalement on a un IMC à 13 depuis 2 ans, ce qui relative l'urgence. Un autre point qui est le risque cardiaque. J'en parle parce qu'on est régulièrement sollicité aux urgences ou au téléphone par ce critère de gravité qui est dans, les critères HAS, que sont la bradycardie. La bradycardie seule est une adaptation aux jeunes et une adaptation surtout à la perte de poids, et n'est pas un critère de gravité en soi. Et quand on regarde les recommandations, on finit par abaisser les seuils et on retrouve des articles assez récents qui recommandent une surveillance scopique, donc une hospitalisation, devant une bradycardie régulièrement en dessous de 35. Voilà. Autre risque cardiaque qui me paraît important à noter, c'est les risques, qui est le plus important à noter, c'est les risques de troubles du rythme cardiaque, qui sont non pas la conséquence de l'amaigrissement, mais la conséquence des conduites purgatives, et notamment de l'hypocalémie dont on va reparler, et ou de la prise de psychotropes associés. Je montre juste une image que certains sauront interpréter, mais souvent les personnes cherchent quelle est la cause de ces anomalies derrière les jambes. Ce sont 2 patientes qui se sont brûlées l'arrière des jambes parce que un des symptômes dont souffrent le plus ces patients, quand ils arrivent à en parler, c'est le froid. Et ça, dans les groupes de parole, c'est vraiment quelque chose qui est abordé. Un froid qui rentre à l'intérieur du corps et qui est très intense. Et avec des patientes qui vont, pour ces 2-là, par exemple, se mettre contre des radiateurs et se brûler les jambes. Et le diagnostic n'est pas facile si on n'y pense pas. J'en profite pour parler aussi d'un comportement pour se réchauffer qu'utilisent souvent les adolescentes, qui sont de prendre des douches très chaudes. Et les douches très chaudes, avec un climat de chaleur et hydrique important, vont faire baisser la tension artérielle avec des risques de malaise. Donc de faire de la prévention de ces malaises suite à des douches trop longues ou trop chaudes. Un mot sur l'hypokaliémie. Donc là, on rentre dans les critères plus biologiques, les critères de gravité biologique. Donc l'hypokaliémie est probablement une des causes majeures de décès dans cette maladie quand on regarde les décès d'origine médicaux, et sont le plus souvent la conséquence de vomissements provoqués. Donc vraiment rappeler l'importance de faire un ionogramme sanguin de temps en temps. Et à partir du moment où la patiente peut parler de ses vomissements, se fait vomir ou qu'on a repéré une hypokaliémie, de réitérer cet examen biologique régulièrement. Il y a tout un travail autour de l'hypokaliémie d'éducation thérapeutique à faire, parce qu'on est confronté à des patients à qui certains vont peut-être dire arrête de te faire vomir, mais on est dans une addiction et la patiente ne va pas s'arrêter de vomir comme ça. Donc de faire de l'éducation thérapeutique et d'expliquer dans quelles circonstances il faut contrôler l'ionogramme sanguin et dans quelles circonstances il faut prendre à distance des vomissements du potassium. Là, il y a d'autres causes d'hypokaliémie que sont la prise de laxatifs et ce qui concerne plus les hospitaliers, le syndrome de renutrition. L'hypokaliémie et en tout cas les conduites purgatives sont vraiment à rechercher à l'interrogatoire et comme on le disait ce matin, sans jugement, en disant que c'est un symptôme de cette maladie. Donc il y a l'interrogatoire et puis parfois l'examen clinique, on peut voir des signes comme celui-ci sur la main de cette jeune fille, qui se compte ce qu'on appelle le signe de Russell,
qui est l'excoriation et la peau qui est abîmée parce que la jeune fille met sa main dans sa bouche et frotte l'arcade dentaire supérieure pour se faire vomir. Voilà. Par rapport à l'hypokaliémie, il y a des recommandations qui ont été faites sur l'affiche des recommandations sur la boulimie et l'hyperphagie boulimique paru en 2019, où vous avez un traitement qui peut se faire en ambulatoire globalement avec une calémie au-dessus de 3 et un ECG normal, mais qui va se faire en hospitalisation en dessous. Un autre point est, pour parler encore d'une urgence biologique, l'hyponatrémie. L'hyponatrémie est la conséquence des intoxications à l'eau. L'utilisation de l'eau chez les patients anorexiques est parfois assez surprenante. On a des patients qui ne boivent plus, avec des idées absolument non rationnelles que l'eau fait prendre du poids, hein, alors que, comme disait Patrick Tougnan, ça fait surtout pisser. Et puis, on a des patientes qui vont au contraire boire trop d'eau, avec des motifs parfois très divers, parfois pour reprendre entre guillemets du poids et ne pas être hospitalisé, parfois parce que la publicité buvez, éliminez fait qu'on pense que l'eau fait maigrir, souvent parce que boire de l'eau permet de contrôler un peu sa faim, et enfin parfois parce que l'eau c'est propre et ça peut nettoyer ce tube digestif si sale. Là, je vous montre juste un cas clinique. Chloé, 16 ans, suivie depuis quelques mois pour une anorexie mentale et qui consulte en raison d'une aggravation de l'état clinique. Elle est assez méconnaissable et quand elle se pèse, elle a un poids stable. En sous-vêtement, en fait, il y a une voussure au niveau de l'estomac, une voussure au niveau de la vessie, du papier toilette dans sa culotte tellement la vessie débordait. Et on retrouve sur un ionogramme sanguin une natrémie à 117. Donc une hyponatrémie, une dilution sanguine qui normalement devrait conduire cette patiente en réanimation et on devrait déjà avoir des convulsions sur une hyponatrémie aussi profonde, sauf que cette jeune fille, en fait, boit quotidiennement 10 litres d'eau par jour et juste avant les consultations, boit 3 ou 4 litres supplémentaires. Donc elle a une hyponatrémie légère, constante, elle est habituée à cette hyponatrémie et se met en hyponatrémie plus sévère quand elle vient en consultation. Là, vous avez les chiffres de sa natrémie au moment des consultations et les chiffres de natrémie juste avant ou juste après la consultation. Et vous avez représenté, alors je n'ai pas choisi Vittel par hasard, bu éliminé, mais vous avez la quantité d'eau qu'elle boit chaque semaine à droite. Et cette jeune fille, au bout de 3-4 consultations, de se mettre en danger, j'ai fini par lui dire que je ne la pèserais plus et que mon regard de médecin permettait tout à fait de savoir si elle était cliniquement en danger et que l'importance donnée au poids n'était pas une bonne idée. Voilà, je rappelle juste que nos capacités rénales sont capables d'équilibrer l'anatrémie entre 0,8 et 20 litres d'eau. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de trouble alimentaire et qui mange normalement peut boire jusqu'à 20 litres d'eau et quand on a moins de milliosmol à éliminer, quand on est dans la restriction, on peut se mettre en hyponatrémie à partir de 7-8 litres d'eau. Mais vous voyez que les capacités rénales sont assez incroyables et quand vous avez une patiente qui est en hyponatrémie, elle boit quand même beaucoup d'eau. Ce n'est pas 2-3 litres d'eau et quelques tisanes. Voilà. Ça, c'est juste un schéma qui montre qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent conduire à cette hyponatrémie. Il y a la potomanie, il y a la restriction alimentaire, comme je vous le disais, il y a la potomanie plus l'ingestion d'eau avant la consultation, et il y a le stress de la consultation, où on libère de l'ADH, qui va encore diminuer les capacités de concentration de l'urine. Dernier point sur les urgences biologiques, les hypoglycémies. Rappelez qu'une hypoglycémie non symptomatique n'est pas un critère en soi de gravité et c'est une adaptation à l'état de jeûne. Elle ne nécessite pas un resucrage. Par contre, une hypoglycémie chez quelqu'un de dénutri symptomatique est une urgence et doit conduire à une hospitalisation et à un resucrage suivi d'une renutrition. Rappelez aussi
que dans les cas de dénutrition, les réserves en glycogène, donc les réserves en sucre qui sont intrahépatiques, sont épuisées, et que donc ce qu'on a comme réflexe en médecine, et notamment chez les diabétiques, de donner du glucagène pour faire remonter le sucre, ne fonctionne absolument pas. Deuxième catégorie, les critères psychiatriques. Les critères psychiatriques, alors je parlerai surtout principalement du premier, eu égard d'ailleurs au risque de décès dans cette maladie, qui sont le risque suicidaire. Risque suicidaire qui est extrêmement difficile à évaluer, notamment dans les formes sévères et chez les adolescents qui sont hospitalisés, où on est régulièrement confronté, comme clinicien, à la question de la menace ou du chantage pour que les parents viennent me chercher, me sortir de l'hôpital, je vais me suicider si tu ne viens pas me chercher. On sait que c'est un risque qui existe, et on sait aussi que l'adolescente sait très bien l'utiliser pour mobiliser les ressources familiales. Voilà. Après, on retrouve des critères, moi j'aime bien réunir psychosoma, hein. On retrouve des critères qui sont à la fois psychiatriques et médicaux. Là, par exemple, la nécessité d'une renutrition par sonde nasogastrique pour être aussi mis dans les critères médicaux. Un petit point quand même sur urgence et troubles psychiatriques a été mis quelque part, activité physique, exercice physique excessif et compulsif. C'est un signe clinique quand même important chez beaucoup de patientes anorexiques et qui peuvent conduire à des situations très difficiles à gérer à la maison. Je vous lis juste un témoignage d'une patiente qui a été publié dans le cadre d'une thèse de Cécile Yakovlev sur l'hyperactivité motrice, d'une jeune qui a 15 ans 14 ou 15 ans quand elle débute sa maladie, et qui écrit un peu plus tard au début de la maladie, je n'étais pas hyperactive. Je le suis devenue à l'hôpital lors de ma première hospitalisation. Je voyais d'autres anorexiques rester debout. Du coup, je me suis dit que si je ne faisais pas pareil, j'allais grossir. Au début, j'ai juste commencé à rester debout après les repas, puis c'était 1 heure de plus le matin, 1 heure de plus l'après-midi. Tout était compté, calibré, de telle heure à telle heure, je devais rester chez moi, debout. Je suis retourné chez moi, car au bout de 7 mois, j'avais atteint mon poids de sortie. J'ai dû reprendre le collège à mi-temps, ce qui me gênait beaucoup, car j'étais encore hyperactive. Je ne m'asseyais qu'à minuit pour compenser l'école. J'ai commencé à regarder sur Internet les activités sportives qui font dépenser le plus de calories. J'ai commencé à devoir faire des balades après chaque repas, 300 flexions sans m'arrêter, en plus des pompes des abdos. Je sautais également, ça n'en finissait plus. J'ai perdu du poids, j'ai dû retourner à l'hôpital. Comme à l'hôpital, je ne pouvais pas faire des balades après chaque repas, je me levais à 5 heures du matin et faisais pendant 2 heures, sans m'arrêter, le tour de la table de la salle des ados. Je devais faire attention à ne pas me faire surprendre par les infirmières qui faisaient le tour des chambres pour voir si l'on dormait. Et si j'avais le malheur de me faire surprendre pendant mon activité physique, j'étais obligé de tout recommencer car j'avais l'impression de l'avoir mal fait et j'étais persuadé de ne pas avoir dépensé le même nombre de calories que la veille. Donc le lendemain, je faisais le temps habituel plus le temps raté. C'était horrible, une boucle infernale. Et j'insiste sur cette dernière phrase parce que quelquefois, clinicien, on se dit elle fait ça, ça lui fait plaisir et ça lui fait du bien. Certes, ça fait du bien au départ parce que c'est anxiolytique, mais dans ces situations sévères, comme elle dit très justement, c'est horrible. Voilà, vous avez là deux photographies. On voit un hématome lombaire, conséquence d'abdominaux, et des lésions au niveau des avant-bras, conséquence de, comment on appelle ça, d'une activité, j'ai oublié, de gainage, merci. Voilà, ça je passe. Troisième critère, critères environnementaux, qui sont là aussi des critères, enfin pour moi c'est un des critères les plus importants d'hospitalisation, c'est l'épuisement familial, et épuisement familial qui conduit souvent à des tensions verbales et physiques qui vont aggraver les symptômes et qui vont épuiser la famille. Voilà, je vous lis un mail de parents, pas cet été mais l'été d'avant,
d'une jeune fille qui est suivie et qui a déjà été hospitalisée. Marie vient d'avoir une nouvelle crise d'angoisse très violente ce soir, avec le stress de la consultation de demain. Elle nous a griffés, mordus, et s'est penchée par la fenêtre du premier étage. Elle ne s'est calmée qu'en m'entendant parler du SAMU. Chaque source de stress génère une crise d'angoisse de plus en plus violente, et en même temps, Marie n'arrive pas à s'alimenter suffisamment. Aujourd'hui, elle n'a pas pris le goûter et ne prend bien évidemment pas ses compléments. Tout cela fait que la solution à la maison avec des visites régulières ne semble pas fonctionner. Nous espérons pouvoir nous rendre dans de bonnes conditions à la visite demain, mais ce n'est pas garanti. Donc voilà, on imagine l'état de stress parental. Je termine parce que j'ai été un peu long. Urgence et virage boulimique, voilà, savoir que chez près de 25% à un tiers des patients, la reprise de poids va se faire rapidement avec des crises d'hyperphagie, que ça va durer souvent quelques semaines, que chez cette patiente qui a passé 1 an, 2 ans, 2 ans et demi à contrôler son poids, ça va être très déstabilisant, que cette faim intense qui revient est déstabilisante. Donc, être plus présent à ces moments-là, informer, accompagner, augmenter les échanges par mail, par téléphone, par consultation, et toujours rechercher des idées suicidaires. Je termine juste pour dire qu'en pratique, il y a des critères médicaux, l'épuisement, les malaises, qui sont des malaises souvent orthostatiques ou hypoglycémiques, les perturbations biologiques graves, des critères psychiatriques au premier plan, les risques suicidaires, et des critères environnementaux, et notamment des tensions intrafamiliales. Et que finalement, soit il y a une demande des parents pour une hospitalisation devant l'épuisement ou l'inquiétude, soit il y a une demande du patient, il arrive que des patients demandent une hospitalisation, soit il y a une demande du médecin avec les critères de gravité classiques que je vous ai déroulés. Et donc, le job, c'est d'arriver à accorder les attentes des 3 parties pour arriver sur une hospitalisation. Voilà, j'ai terminé. Et on peut prendre peut-être un petit peu de temps pour... Peut-être après les 3 présentations. Oui, non, ce n'était pas pour qu'on me pose des questions, c'était pour passer la parole à Madame Teston, à Evelyne Teston, que je remercie, qui est la mère d'une patiente qui a été suivie sur l'hôpital de Poissy et qui a dû reconnaître pas mal de choses dans ma présentation. Je vais vous laisser la place.